Ce n'est pas le monde qui te met à l'épreuve. C'est toi qui décides chaque jour combien de pouvoir tu donnes aux circonstances. Pendant que d'autres se noient dans des excuses ou cherchent des coupables, tu as une option brutale et simple. Entraîner ton esprit à ne pas céder au désordre, à la pression ou aux commentaires des autres. La philosophie stoïque n'est pas un vieux conte ni une recette pour feindre la tranquillité, mais une discipline brute. Elle exige d'observer tes réactions, d'affronter la fatigue, de détecter tes propres pièges et malgré tout, de choisir d'agir avec clarté. Personne ne va te donner la force que tu cherches. Tu dois la construire à travers des décisions inconfortables, des limites claires et une honnêteté féroce envers toi-même. L'autocontrôle ne naît pas de la négation, mais de voir tes pensées telles qu'elles sont et de décider lesquelles méritent ton énergie. Chaque matin, dans la première minute de conscience, tu choisis déjà si tu vas être victime de ton dialogue interne ou leader de ton caractère. Si tu te laisses entraîner par le stress et les exigences externes, tu paies le prix avec ta paix et ton temps. Mais si tu entraînes le bon filtre mental, même le chaos devient gérable. Tu n'es pas ce qui t'arrive, tu es ce que tu fais avec cela. La véritable liberté n'arrive pas quand tout est calme, mais quand tu maîtrises ta réponse au milieu du défi. C'est un chemin exigeant mais réel, 8 leçons pratiques, sans fioritures ni promesses vides, pour durcir ton esprit, prendre soin de ton corps et transformer tout revers en matière première pour ta croissance. 1. Maîtrisez votre réaction face au chaos. Le chaos n'est pas le problème c'est vous, ou plutôt la manière faible et automatique dont vous réagissez chaque fois que la vie vous pousse hors de votre zone de confort. La plupart des gens ne veulent pas entendre cela. Ils préfèrent justifier leurs explosions, leur anxiété ou leur attitude défaitiste parce que tout est très difficile, parce que ce n'est pas juste, parce que je n'en peux plus. Mais ces explications ne tiennent pas une seconde sous le regard de la philosophie stoïque. Vous ne contrôlez pas le trafic, les nouvelles, ni les erreurs des autres. Mais il vous revient de maîtriser la seule variable qui compte vraiment. Votre réaction. Chaque fois que vous vous laissez emporter par le chaos extérieur, vous cédez simplement votre pouvoir, comme si vous remettiez les clés de votre esprit à n'importe quel imprévu ou provocation. C'est la vérité que beaucoup de gens ne veulent pas accepter. Personne ne viendra entraîner votre autocontrôle à votre place, ni à ranger le désordre dans votre tête. Si vous continuez à attendre que l'environnement se calme pour aller bien, vous vous condamnez à vivre comme un otage de tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Il faut le dire clairement, la réaction viscérale, celle qui explose ou se rend au premier coup, n'est ni naturelle ni inévitable. C'est de la paresse mentale, c'est un manque de discipline émotionnelle. Le stoïcisme n'est pas un luxe intellectuel, c'est une urgence pratique. Ceux qui vivent à la merci de leurs impulsions sont ceux qui paient le prix le plus élevé. Relations brisées, projets qui n'avancent jamais, santé qui se détériore à cause du stress chronique. Assez de se cacher derrière des phrases comme « c'est comme ça que je suis » ou « je ne peux pas l'éviter ». Oui, vous pouvez l'éviter, mais cela nécessite d'arrêter de chercher des excuses et de commencer à entraîner votre esprit comme vous entraîneriez un muscle faible. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir immédiatement, mais d'observer, de respirer et de répondre avec clarté, vous brisez un vieux schéma. Et là, vous retrouvez votre pouvoir. Il ne s'agit pas de vous réprimer. Il s'agit de décider qui commande dans votre vie, le chaos extérieur ou votre caractère. La prochaine fois que vous ressentirez cette urgence de crier, de vous défendre, de vous rendre ou de blâmer les autres, réalisez que cette réaction n'est pas une obligation. C'est une leçon, c'est le rappel que votre véritable force se mesure juste dans ces secondes inconfortables où vous pourriez perdre le contrôle, et pourtant vous choisissez de rester ferme. Les stoïciens ne nient pas les émotions ni ne font semblant que tout va bien. Ils les reconnaissent, mais ne se laissent pas kidnapper par elles. Ce qui vous affaiblit, ce n'est pas le chaos, mais votre incapacité à rester lucide quand tout brûle autour de vous.
L'autocontrôle, bien que difficile, vaut toujours plus que la gratification instantanée de lâcher tout ce qui vous passe par la tête. Tenir bon n'est pas une faiblesse, c'est de la discipline. La sérénité ne se donne jamais, elle s'entraîne, elle se conquiert à force d'efforts et de répétitions. Ne vous trompez pas, tant que vous continuerez à blâmer les circonstances et les autres pour vos explosions, vous resterez tout aussi vulnérable. Le monde ne va pas s'adapter à votre état émotionnel. Si vous ne maîtrisez pas votre réaction, vous devenez une marionnette de l'environnement. Mais quand vous choisissez de répondre avec calme et détermination, même si le monde s'effondre, vous restez debout. Vous n'êtes pas victime du chaos, vous êtes responsable de votre réponse. Chaque réaction est un investissement dans votre caractère ou une dette émotionnelle que vous devrez ensuite rembourser. Maîtrisez votre réaction et le chaos cesse d'avoir du pouvoir sur vous. 2. Choisis tes pensées au réveil. Le réveil sonne et avant même que tu décides de bouger, une avalanche de pensées s'infiltre déjà dans ton esprit. Sans t'en rendre compte, tu ouvres les yeux et la première chose que tu fais est de vérifier ton téléphone. Message, notification, une mauvaise nouvelle. Ton corps n'a même pas quitté le lit, mais ton esprit porte déjà le poids de l'anxiété, de la comparaison et de l'urgence de répondre à tout. Peu importe que tu aies dormi 8 heures ou 3, si tu ne choisis pas quelle pensée tu laisses entrer dans les premières minutes, tu te réveilles avec une dette émotionnelle qui conditionne toute ta journée. C'est justement là, dans cet instant presque invisible, que ton caractère commence à se décider. Car ce que tu acceptes comme pensée au réveil finit par marquer le filtre à travers lequel tu interprètes chaque situation, chaque visage, chaque mot que tu entends ensuite. Le mécanisme est simple mais dévastateur. Si tu te lèves et laisses ton esprit recycler l'inquiétude d'hier, ou la critique que tu as entendue, ou la sensation de ne pas atteindre ce que tu devrais, tu as déjà remis le gouvernail. La journée commence et sans t'en rendre compte, tu interagis déjà depuis la fatigue, la plainte ou la résignation. Ce premier dialogue interne est souvent brutalement automatique. Le temps ne va pas suffire. Encore la même chose. Sûrement quelque chose va mal tourner. L'esprit, sans entraînement, s'accroche au vieux schéma parce que c'est confortable, connu. Il ne s'agit pas de magie ni de positivisme superficiel. Il s'agit de comprendre qu'au réveil, tu as une opportunité minimale mais réelle de choisir le ton émotionnel avec lequel tu vas répondre au monde. Le stoïcisme, loin de te demander d'ignorer la fatigue ou la difficulté, exige que tu prennes le contrôle de tes pensées avant qu'elles ne te contrôlent. C'est ici que le véritable conflit apparaît. Beaucoup s'attendent à se sentir motivés de manière spontanée, comme si l'enthousiasme devait venir en premier pour ensuite agir. Mais la réalité est autre. La qualité de ta journée ne dépend pas des conditions externes, même pas de la façon dont tu as dormi, mais de la discipline consciente d'installer des pensées utiles à peine tu ouvres les yeux. Tu peux laisser le pilote automatique te mener directement à l'autocompassion ou à la plainte, où tu peux expérimenter l'effort inconfortable de choisir une idée qui te sert. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides, mais de te demander quelle décision tu vas prendre concernant ce que tu penses de toi, de ta journée et de tes défis. Personne d'autre ne peut faire ce travail à ta place. C'est une décision qui nécessite lucidité et un minimum de courage mental. Parce que c'est difficile, parce que c'est plus facile de se laisser porter par le flux de ce que tu connais déjà, même si cela t'épuise. Il y a une vérité simple que beaucoup préfèrent ignorer. La première pensée de la journée est une graine. Si tu plantes de la résignation, tu récoltes de la résignation. Si tu choisis le courage, même s'il est petit, tu es déjà en train d'entraîner le muscle qui te soutiendra lorsque la journée se compliquera. Ce n'est pas un miracle, c'est un exercice. Le stoïque ne nie pas la réalité, mais ne s'y rend pas non plus avant de l'avoir affrontée. Il choisit son attitude, même lorsque le corps pèse et que l'esprit doute. La liberté commence dans l'esprit et se pratique au réveil. Peu importe ce qui vient après. Ce que tu décides de penser dans ces premières minutes ne résout pas tous tes problèmes, mais définit d'où tu vas les affronter. Choisis
avec courage. Personne ne peut contrôler ce qu'il pense pendant son sommeil, mais il peut contrôler avec quelle pensée il commence la journée. C'est cela le leadership intérieur. 3. Remets en question et transforme ton dialogue intérieur. Je vais être direct. La plupart du temps, je ne me suis pas rendu compte de combien de déchets mentaux j'ai laissé passer sans filtre. Je ne parle pas de grandes tragédies, mais de ce murmure permanent dans la tête qui ne s'arrête jamais et qui, si l'on ne le remet pas en question, finit par dicter l'humeur, l'énergie et même la perception de ce qui est possible. C'est inconfortable de l'admettre, mais souvent, le pire saboteur n'a pas été l'environnement ni les circonstances, mais la collection de phrases automatiques et de jugements internes que j'ai acceptés comme des vérités indiscutables. Ce dialogue intérieur, qui semble simplement narrer la vie, fonctionne en réalité comme un éditeur impitoyable. Il sélectionne le négatif, exagère les risques, minimise les réussites et transforme chaque erreur en un motif de honte ou d'abandon. Le problème est que, si tu laisses ce mécanisme fonctionner en automatique, tu finis par vivre sous une sorte d'hypnose émotionnelle. Ce que tu ne remets pas en question te contrôle. La racine de ce piège n'est pas seulement émotionnelle, elle est aussi logique. Depuis notre enfance, nous apprenons à interpréter les faits à travers des filtres hérités, ce que les autres ont dit, ce qui a fonctionné un jour pour nous protéger, ce que la culture récompense ou punit. Ces filtres demeurent même lorsqu'ils ne servent plus. Le résultat, face à tout contretemps, l'esprit active le même scénario. Je ne peux pas, c'est trop, je vais sûrement échouer, je ne vaux pas assez. Personne ne t'oblige à penser ainsi, mais l'habitude fait que ces phrases sonnent familières, même réconfortantes, bien qu'elles soient destructrices. L'esprit non entraîné préfère le connu à l'utile, car le nouveau exige effort et vulnérabilité. C'est pourquoi le premier pas est toujours d'observer avec une brutalité honnête comment tu te parles, quel ton tu utilises, quels mots tu répètes quand personne ne t'écoute. Il n'y a pas de force sans cette auto-vigilance. Si tu n'identifies pas le circuit mental qui te fragilise, il sera impossible de le démonter. Voici une décision stratégique. Remettre activement en question chaque pensée qui se présente comme vérité. Je ne parle pas de répéter des phrases motivationnelles vides, mais d'appliquer le rigorisme d'un philosophe et la discipline d'un athlète. Te demander, cette pensée m'aide-t-elle ou m'enfonce-t-elle? Décrit-elle la réalité ou ne fait-elle que perpétuer une vieille version de moi-même? Le stoïcisme ne cherche pas à ce que tu ignores la douleur ni à te convaincre que tout va bien. Il exige que tu distingues entre les faits et les jugements, entre ce qui se passe et ce que tu interprètes. Lorsque tu parviens à séparer ces deux couches, tu retrouves la possibilité de choisir. C'est ça le vrai pouvoir. Le pouvoir sur ton interprétation, pas sur le monde. Il y a des pensées qui pèsent comme une dette silencieuse. D'autres fonctionnent comme des moteurs d'action et de clarté. La question n'est pas de savoir si tu peux les changer, mais si tu es prêt à investir l'effort quotidien pour le faire. Transformer le dialogue intérieur est un entraînement, pas un acte de volonté momentanée. Chaque fois que tu arrêtes le pilote automatique et choisis de te répondre avec objectivité, sans pitié mais sans cruauté, tu affaiblis l'ancien circuit et renforces un nouveau. Personne ne va mettre des mots de courage dans ta tête à ta place. Rends-le inconfortable, fais-le tous les jours. Tu n'as pas besoin de croire au miracle pour avancer. Tu as besoin de discipline pour ne pas laisser ton esprit devenir une poubelle de croyances étrangères ou périmées. Change le filtre, change ta vie. La force mentale n'est pas seulement de supporter la douleur, c'est apprendre à te parler comme quelqu'un qui veut vraiment te voir grandir. Chaque pensée est un investissement dans ton destin ou un piège qui t'enferme au même endroit. Tu n'es pas ce que tu penses, tu es ce que tu décides de faire avec ce que tu penses. 4. Avancer avec des actions petites et constantes. Il y a une image que peu de gens associent à la véritable force. Un bloc de marbre, immense, froid, apparemment immuable. Mais si vous regardez attentivement,
Vous remarquerez la trace de centaines de petits coups, des marques presque invisibles qui peu à peu le dépouillent de ce qui est superflu. Un sculpteur ne vainc pas le marbre en un seul instant d'inspiration, ni avec un unique coup de marteau. Il le transforme avec une séquence patiente d'actions minuscules, chacune si simple et répétitive qu'elle semblerait inutile si on la considère isolément. C'est ainsi que fonctionne le véritable changement. C'est ainsi que se forge le caractère, non pas par de grands gestes, mais par de petites décisions soutenues quand personne ne regarde, quand il n'y a plus d'entrain ni de récompense immédiate. Avancer avec des actions petites et constantes est la chose la plus anticlimatique qui soit, mais aussi la plus efficace. Le progrès véritable ne fait pas de bruit, ne s'annonce pas avec des applaudissements et ne semble pas glorieux sur le moment. Cela se produit lorsque vous choisissez de vous lever 5 minutes plus tôt, lorsque vous fermez la bouche au lieu de lancer une critique automatique, lorsque vous sortez vous promener même si la paresse pèse sur vous comme une pierre. La plupart des gens sous-estiment le pouvoir de ce qui est petit parce qu'ils attendent des changements spectaculaires, des sauts quantiques, des résultats qui justifient l'effort instantanément. Mais la réalité est brutale. Si vous n'êtes pas capable de soutenir une action simple aujourd'hui, vous ne résisterez pas non plus lorsque la vie exigera un effort plus grand. Le muscle de la discipline ne se renforce pas lors des jours parfaits. Il se construit dans la pratique presque ridicule de respecter des micro-habitudes lorsque personne ne vous observe. Un message texte auquel vous décidez de ne pas répondre avec colère. Un repas que vous choisissez de préparer vous-même au lieu de céder à la commodité. Une pensée négative que vous détectez est remplacée par une pensée utile, même si ce n'est que pour une minute. Ces gestes sont microscopiques, mais le caractère se façonne dans cette forge invisible. Personne ne devient stoïque parce qu'un jour il a décidé de le faire avec force, mais parce qu'il a appris à ne pas rompre la chaîne d'actions petites, même lorsque la motivation s'est épuisée. Il y a un piège mental qui sabote presque tout le monde. Le mépris pour ce qui semble insignifiant. L'ego exige des résultats grands, des changements dramatiques, des histoires à raconter. Mais l'autocontrôle, la sérénité et la force ne croissent pas au rythme de l'ego. Elles grandissent sous le poids silencieux de la constance. L'habitude d'avancer même d'1 centimètre chaque jour est le mécanisme le plus sous-estimé de la résilience. Si aujourd'hui, vous ne pouvez faire qu'une seule chose utile, faites-la. Si la seule chose que vous parvenez à faire est de ne pas aggraver la situation, c'est déjà un progrès. L'esprit entraîné à l'action petite ne se laisse pas écraser par la taille du défi. Il apprend à le fragmenter, à l'aborder par parties, à ne pas abandonner simplement parce que l'objectif semble lointain. Ce qui compte, ce n'est pas la dimension du pas, mais que le pas existe. Le stoïcisme n'est pas de tenir bon pour tenir bon. C'est comprendre que la véritable liberté ne réside pas dans les grands triomphes, mais dans le choix du prochain mouvement, même si l'entrain est minimal et l'environnement hostile. Il y a des jours où tout est difficile, où vous ne reconnaissez même pas un progrès clair, mais vous ajoutez un autre coup au marbre et, sans vous en rendre compte, vous changez de forme intérieurement. Avancez, même si c'est lent. Personne ne se souvient d'un jour précis où tout a changé, mais avec le temps, on reconnaît que la somme d'actions petites a fini par définir son destin. La constance est le véritable courage. La grandeur se construit dans l'invisible. Faites le minimum, mais faites-le toujours. C'est la différence entre rêver et transformer. 5. Ne te laisse pas définir par les opinions des autres. Rien ne pèse autant que de vivre à la merci de l'opinion d'autrui. Chaque fois que tu ajustes ton comportement, tes mots ou même tes rêves pour t'adapter au moule des autres, tu te arraches un morceau d'authenticité. Ne te trompe pas, c'est une forme d'esclavage volontaire. La plupart préfèrent se trahir elles-mêmes plutôt que de supporter une critique ou un regard de désapprobation. À quoi bon vouloir la liberté si tu l'utilises seulement pour chercher l'approbation? Le respect véritable ne se mendie ni ne se négocie. Il se construit lorsque tu cesses de demander la permission d'être qui tu es.
La plus grande lâcheté est de se déguiser chaque jour pour ne déranger personne. La force commence là où le théâtre s'arrête. Il n'y a pas de croissance si chaque décision passe d'abord par le filtre du « qu'en dira-t-on ». Attendre une validation externe est la recette parfaite pour la frustration chronique. Le monde va donner son avis, va projeter ses propres insécurités sur toi, va te donner des conseils déguisés en inquiétude qui sont en réalité des limites déguisées en affection. Si tu te définis par cela, tu deviens un reflet flou des attentes des autres. Et le pire, c'est que personne ne te rendra le temps que tu as perdu à vivre la vie d'un autre. Le stoïcisme n'est pas une indifférence froide, c'est la lucidité pour comprendre que l'opinion des autres appartient à leur territoire, pas au tien. Chaque fois que tu te traînes pour être accepté, tu augmentes une dette invisible envers ta propre valeur. Si tu laisses n'importe qui avoir du pouvoir sur ton estime de soi, tu te condamnes à un déséquilibre permanent. Tu n'es pas la somme des applaudissements ni la victime des jugements. Tu es le résultat des choix que tu soutiens quand personne ne t'applaudit. Le piège est au fond. Beaucoup justifient leur insécurité en disant qu'ils ne veulent pas être arrogants, qu'il faut écouter les autres, que le monde est social et que nous ne pouvons pas nous isoler. Personne ne te demande d'ignorer les retours utiles ou de devenir un mur d'arrogance. Mais une chose est d'apprendre et une autre est de se soumettre. La peur de décevoir est une excuse élégante pour ne pas assumer le coût d'être authentique. La faiblesse n'est pas d'échouer, mais de ne pas oser vivre selon ton propre critère. Si chaque commentaire te déstabilise, si chaque critique te paralyse, alors tu n'as pas compris l'essentiel. Ta valeur ne dépend pas de leur approbation, mais de ta cohérence interne. La liberté intérieure ne s'achète pas. Elle se conquiert à force de supporter le poids du rejet sans céder sur ce que tu sais être juste. Le véritable autocontrôle implique de décider qui a la permission d'influencer ton esprit. Si tu permets aux attentes externes de dicter tes limites, tu resteras piégé dans une cage invisible. La plupart vivent en attente d'applaudissements, mais finissent épuisés par l'anxiété de ne pas appartenir. Je te répète une phrase pour te le rappeler. Tu n'es pas responsable des fantasmes ni des peurs des autres. Personne d'autre ne va se battre pour ton intégrité. C'est un travail qui t'incombe exclusivement. Si un jour tu as douté de ta valeur parce qu'un autre ne l'a pas reconnue, il est temps de briser ce mécanisme. Le caractère se forge lorsque tu choisis de décevoir les autres plutôt que de te trahir toi-même. La sérénité arrive lorsque tu cesses de demander la permission d'être qui tu es. La vie est trop courte pour laisser les opinions des autres te définir. Entraîne ton esprit à écouter sans supplier et à avancer même si tu es jugé. Ne cherche pas à appartenir là où tu dois cesser d'être toi. C'est une trahison, pas une adaptation. 6. Renforce ton corps et ton esprit ensemble. Le confort affaiblit à la fois l'esprit et le corps. C'est la vérité que presque personne ne veut accepter. Si ton corps vit en mode économie, ton esprit fera de même. Nous voulons de la clarté, de l'énergie et de la force émotionnelle. Mais nous passons notre journée assis, respirant superficiellement, engloutissant n'importe quoi et attendant des miracles de motivation. La compassion moderne dissimule la négligence physique avec de belles phrases sur « s'accepter », mais la réalité est qu'un corps faible devient un fardeau émotionnel. Lorsque tu ne t'entraînes pas, tu ne perds pas seulement ta santé, tu perds aussi ton estime de soi. L'autocontrôle ne naît pas de la théorie, il se forge dans l'inconfort physique. Les stoïciens le savaient, ils renforçaient l'esprit en affrontant la fatigue, le froid, la faim, l'effort inconfortable. Non pas par masochisme, mais parce qu'ils comprenaient que la volonté s'entraîne comme un muscle et que l'esprit seul ne résiste pas si le corps se rend à la moindre pression. Je l'ai vu dans ma propre vie. Les jours où le corps est abandonné, l'esprit devient plus vulnérable à l'anxiété, à la paresse et à l'autocritique. Il est difficile d'admettre que la fatigue mentale n'est souvent pas un mystère psychologique, mais le résultat direct de l'inertie corporelle. Le corps et l'esprit ne sont pas des compartiments étanches, ils forment une seule machinerie.
Si l'esprit est saturé de stress, mais que le corps ne libère jamais cette tension, le résultat est un état d'accablement chronique qui ne se résout pas avec des pensées positives. L'énergie mentale a besoin de racines physiques. Un corps entraîné résiste mieux au stress, métabolise la frustration et supporte le poids de la discipline. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection physique, mais d'éliminer la contradiction entre ce que tu penses et ce que tu fais avec ton corps. Tu ne peux pas demander à ton esprit clarté et courage si ton corps s'habitue chaque jour au minimum d'efforts. La discipline commence par le mouvement. Peu importe si tu fais du sport, si tu marches simplement ou si tu te fixes une routine minimale. L'essentiel est de sortir de la léthargie et de permettre au corps de se rappeler qu'il est fait pour supporter, pour pousser, pour résister. L'esprit se renforce lorsque tu franchis ce seuil où le corps veut t'abandonner et que tu décides de continuer un peu plus. C'est dans cet espace que la compassion trompeuse se brise et que la véritable volonté se révèle. C'est dans l'effort physique que se manifestent les mêmes mécanismes mentaux qui te sabotent dans la vie quotidienne. Le désir de s'arrêter, l'excuse facile, la plainte, l'idée que cela ne vaut pas la peine. Si tu t'entraînes à ne pas céder à ces voix pendant l'exercice, tu commences à transférer ce même schéma de résistance au reste de ta vie. L'esprit qui apprend à soutenir l'effort physique le réplique ensuite dans chaque discussion difficile, dans chaque moment de doute, dans chaque tentation d'abandonner un projet. Il ne s'agit pas de devenir un athlète ni de rechercher une reconnaissance externe. Il s'agit de comprendre que chaque petit acte de discipline corporelle est un message à ton esprit. Je suis capable de supporter plus que je ne le crois. Je ne me rends pas face à l'inconfort. Ce message, répété chaque jour, commence à briser les vieilles habitudes de fuite et de résignation. La connexion est directe. Si tu renforces ton corps, l'esprit se sent capable. Si tu abandonnes le corps, l'esprit devient fragile. Il n'existe pas de véritable force mentale dans un corps constamment négligé. Tu peux te tromper un temps, mais tôt ou tard, cette fracture se fera sentir. L'esprit et le corps s'entraînent ensemble ou s'affaiblissent ensemble. Prends soin de ta force physique comme un acte de respect intérieur. Ton corps est le premier territoire où tu démontres si tes idéaux valent quelque chose ou ne sont que des mots. Ne cherche pas la motivation, cherche la discipline. Le corps et l'esprit, alignés, sont la seule base solide pour résister à toute difficulté. Ici, il n'y a pas de raccourci. La volonté se construit à chaque répétition inconfortable, à chaque décision de bouger quand tu n'en as pas envie. Le caractère n'est pas seulement une idée, c'est une pratique quotidienne. Entraîne les deux ou prépare-toi à payer le prix de l'abandon. 7. Change ta perspective, réduis tes préoccupations. Tu es assis dans la salle d'attente d'un bureau public. L'air est lourd, l'horloge avance lentement et tu peux déjà sentir le picotement de l'impatience monter dans ton estomac. Tu regardes ton téléphone toutes les 2 minutes, tu vois d'autres se plaindre à voix basse et ton esprit commence à fabriquer des scénarios. Le temps perdu, l'injustice d'avoir à attendre, le soupçon que personne ne respecte ton temps. Là, dans ce scénario minimal et quotidien, apparaît la réaction automatique, frustration, anxiété, envie de lancer un reproche ou de fuir. Mais si tu t'arrêtes une seconde, si tu observes le mécanisme mental en marche, tu te rends compte de ce qui se passe réellement. Ce n'est pas l'attente qui te consume, mais l'interprétation que tu fais de la situation. C'est ici que le pouvoir de la perspective entre en jeu. Changer ce que tu penses de ce qui se passe n'est pas de la résignation, c'est une stratégie. Lorsque tu analyses froidement ce qui te préoccupe, tu découvres presque toujours que la racine du malaise n'est pas le fait en soi, mais le sens que tu lui donnes. L'esprit ne tolère pas l'incertitude, alors il remplit les vides avec des suppositions négatives, des pressions imaginaires et des exigences irréalistes. Le problème est que tu révises rarement ces récits internes, tu les acceptes comme des vérités, et le résultat est une accumulation de préoccupations qui n'existent que dans ta tête. Le stoïcisme enseigne à démonter ce piège, distinguer entre les faits et tes jugements, entre ce qui se passe et ce que tu inventes.
Si quelqu'un met du temps à te servir, ce n'est pas une attaque personnelle, ce n'est pas une épreuve de ta valeur, ni un événement catastrophique, c'est juste un fait neutre. La différence entre souffrir et rester calme réside dans le filtre que tu utilises pour regarder. L'erreur la plus courante est d'imaginer que si tout se passait comme tu le souhaites, alors tes préoccupations disparaîtraient. Mais la vie ne s'adapte jamais à tes attentes. La clé est d'ajuster ta perspective, pas le monde. Chaque fois que tu t'obsèdes sur ce que tu ne peux pas contrôler, tu remets ton pouvoir en jeu et tu augmentes le sentiment d'impuissance. C'est un mécanisme cumulatif. Plus tu dramatises ce qui se passe, plus tu fabriques de la vulnérabilité. C'est pourquoi la stratégie stoïque est simple mais exigeante. Simplifie l'interprétation, réduis la charge mentale, demande-toi de manière brutalement honnête si ce qui te préoccupe dépend de toi ou si ce n'est que du bruit inutile. Une préoccupation constante est une dette émotionnelle auto-imposée. Si tu ne la révises pas, tu finis par payer le prix en santé, énergie et relations. Il ne s'agit pas de nier le malaise, ni de faire semblant que rien n'a d'importance, mais de choisir une lecture utile. Tu peux voir l'attente comme une torture ou comme un entraînement à la patience. Tu peux interpréter une critique comme une attaque ou comme une opportunité de renforcer ton caractère. La souffrance inutile surgit lorsque tu restes coincé dans le pire angle possible, répétant mentalement la version la plus sombre du problème. Change l'angle. Change le poids. Une seule question peut faire la différence. Est-ce que cela aura de l'importance dans une semaine, dans un an, dans toute ta vie? La plupart des préoccupations se dissolvent lorsque tu les affrontes avec perspective et froideur. Il est facile de porter des poids imaginaires et de transformer chaque inconvénient en un drame personnel. Mais la force ne consiste pas à tout endurer, mais à apprendre à lâcher prise sur ce qui ne mérite pas ton énergie. Si tu entraînes ton esprit à interpréter les faits depuis un lieu d'objectivité et de but, tu réduis la charge émotionnelle et récupères un pouvoir réel sur ta vie. La paix n'est pas une coïncidence, c'est une décision quotidienne de réinterpréter. Choisis le poids que tu portes. Changer ta perspective est le premier pas pour réduire les préoccupations et libérer ton énergie pour ce qui compte vraiment. 8. Apprends à dire non sans culpabilité. Je vais être brutalement honnête. Il m'a fallu des années pour reconnaître l'épuisement invisible que provoque le fait de dire oui, alors qu'en réalité, tout mon corps, ma respiration et même le ton de ma voix veulent crier un non clair et direct. C'est un geste petit, presque imperceptible, qui se répète au bureau lorsque j'accepte des tâches supplémentaires qui ne me concernent pas, en famille lorsque j'assume des engagements épuisants, ou dans des conversations où je hoche la tête par courtoisie alors qu'à l'intérieur, je sens que je me trahis. Je sens ma mâchoire se tendre, mes épaules se raidir, mon regard perdre de sa force. Il y a un léger tremblement dans mes mains. Une gêne dans ma poitrine, comme si chaque concession était une dette qui se multiplie et qui, tôt ou tard, finit par vider mon énergie et mon estime de soi. Le plus grave, c'est que ce mécanisme s'installe de manière si automatique, si normalisée, que je ne le remets même pas en question. Dire oui, par peur de décevoir, est une fuite de pouvoir. La véritable fracture ne se produit pas à l'extérieur, mais à cet instant où j'abandonne mon jugement juste pour éviter un moment désagréable ou une réaction inconfortable des autres. Je vois les conséquences chaque jour, et elles sont plus physiques qu'il n'y paraît. La fatigue accumulée n'est pas seulement une question d'agenda saturé, mais de la tension constante de porter les attentes des autres. Le corps se rétracte, le dos se courbe, la voix s'éteint un peu plus chaque fois que je cède par habitude et non par choix. Dans les yeux de ceux qui s'habituent à plaire, il y a un mélange de résignation et de colère contenue, une sorte d'éclat terne qui révèle que quelque chose se perd, quelque chose que personne d'autre ne va rendre. Dire non est inconfortable, je le sais, car cela brise la chaîne d'approbation, mais c'est le seul moyen de récupérer le poids de tes propres décisions. Il ne s'agit pas de devenir insensible, ni de vivre sur la défensive. Il s'agit de ne plus permettre que l'agenda émotionnel des autres devienne le tien.
L'entraînement stoïque ici est simple en théorie et brutal en pratique. Résister à l'urgence de plaire, soutenir le silence inconfortable après avoir refusé et tolérer la pression sociale sans céder du terrain. Je le vois dans des détails minimes. La pause avant de répondre, le contact visuel qui n'est pas esquivé, la respiration profonde pendant que l'autre attend une justification que tu ne vas pas donner. Le geste de refuser, sans explications inutiles, est un message direct à l'esprit. Ma limite est légitime, mon temps et mon énergie ont de la valeur. Le respect de soi commence par un refus ferme, pas par une explication interminable. Dire non sans culpabilité, c'est entraîner le muscle de l'authenticité, et chaque fois que tu le fais, l'esprit enregistre qu'il est possible de te prioriser sans que le monde ne s'effondre. La culpabilité n'est qu'un résidu de vieilles habitudes, un mécanisme mental qui te pousse à maintenir l'image d'une personne bonne ou utile. Mais ce masque pèse plus que n'importe quelle critique. Apprendre à dire non est arrêter d'hypothéquer ton bien-être pour une minute de tranquillité superficielle. Ça fait mal au début, oui. L'inconfort est inévitable, la peur d'être rejeté se ressent dans l'estomac. Mais le prix à payer pour continuer à se taire est bien plus élevé. Se perdre soi-même. Le non est un acte de respect de soi. Cette phrase doit rester gravée. Tu n'es pas une pire personne pour poser des limites. Tu es plus cohérent, plus réel, plus fort. Le leadership intérieur ne consiste pas à contrôler les autres, mais à ne pas t'abandonner pour les plaire. La prochaine fois que tu ressentiras cette pression interne de céder par habitude, observe le geste, identifie le poids et permets-toi de soutenir le non, même si ta voix tremble. Dire non n'est pas fermer des portes, c'est ouvrir de l'espace pour ce qui compte vraiment. Entraîne ce muscle. Si tu ne mets pas de limite, tu deviens une ressource de plus pour les autres et une dette constante pour toi-même. Choisis ton non comme un acte de liberté. Personne ne respectera tes limites si tu les franchis toi-même à chaque instant. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. La plupart des gens confondent être occupé avec être en train de grandir. Mais la vérité est qu'une vie remplie d'activités aléatoires forge rarement un caractère solide. Ce n'est ni l'environnement, ni la chance, ni le talent. Tout se résume à ce que tu choisis d'entraîner jour après jour. Il y a ceux qui passent les années à sauter de distraction en distraction pendant que leur discipline s'oxyde, et d'autres qui, à partir de la routine la plus simple, construisent une force mentale presque inébranlable. Nous vivons à une époque où les loisirs sont souvent un piège déguisé en récompense, mais tu peux les transformer en le mécanisme le plus puissant pour transformer ton esprit et ta vie. L'entraînement délibéré n'est pas pour la plupart. Il ne vend pas de promesses faciles ni de résultats immédiats. C'est inconfortable, cela exige des sacrifices et t'oblige à regarder de front tes fractures internes. Mais cet inconfort est le filtre qui sépare ceux qui se réinventent de ceux qui se résignent. Notre culture nous invite à rechercher des plaisirs immédiats, mais les stoïciens le savaient bien. Personne ne s'élève au niveau de ses rêves, on tombe seulement au niveau de son entraînement. Choisis un passe-temps, pas n'importe lequel, un qui défie ton corps, ton esprit ou ta volonté, et engage-toi avec lui comme si ta vie en dépendait, parce que d'une certaine manière, elle en dépend. Si tu ne contrôles pas ce sur quoi tu t'entraînes, le monde choisira pour toi. Les loisirs peuvent être ta dette intérieure ou ton investissement le plus sage. La décision t'appartient. Choisissez vos passe-temps avec une intention claire. La plupart des gens gaspillent leur temps dans des passe-temps qui ne leur apportent absolument rien. Et ce n'est pas une opinion, c'est un fait inconfortable. Il y a des personnes qui, chaque semaine,
investissent des heures dans des distractions vides, des jeux faciles, des séries infinies, des hobbies qui anesthésient seulement. Et ensuite, avec le visage plein d'excuses, elles se demandent pourquoi leur vie ne change pas, pourquoi elles continuent à ressentir ce poids d'insatisfaction et de faiblesse lorsqu'elles sont confrontées à de véritables problèmes. Il n'y a pas de secret ici. Vous choisissez ce que vous entraînez et vous devenez inévitablement le produit de ces choix. Si vos passe-temps ne vous défient pas, ils ne vous transforment pas non plus. Vous voulez de la discipline, vous voulez de la résilience, vous voulez de la clarté d'esprit, mais vous ne faites rien qui oblige votre corps ou votre esprit à supporter l'inconfort, à grandir sous pression. C'est aussi simple que cela. Si le passe-temps ne vous exige pas, il vous maintient simplement au même niveau ou pire, car il renforce votre tendance à éviter l'effort et l'inconfort. Ce que vous ne vous entraînez pas, vous le paierez ensuite comme une dette dans votre caractère. La véritable transformation ne vient pas de rêver ni d'accumuler des informations inutiles. Elle vient de choisir, avec une brutalité honnête, un passe-temps qui vous sorte de ce cercle de médiocrité confortable et vous place dans la position de quelqu'un qui s'entraîne pour la vie, pas seulement de celui qui la regarde passer. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre du chaos là-dehors si vous n'êtes pas capable de supporter le chaos que cela implique de faire face à un véritable défi choisi. Pourquoi devriez-vous attendre que votre esprit soit fort si tout ce que vous faites est de chercher des chemins faciles? Si vos journées sont remplies d'activités qui ne vous divertissent que, ne soyez pas surpris lorsque l'adversité vous brise en deux. Les passe-temps qui en valent la peine ne sont pas un prix ni une distraction. Ce sont la forge constante de votre caractère. Chaque fois que vous choisissez de vous confronter à la boxe, d'écrire un journal avec une brutalité sincère, ou d'apprendre une langue étrangère qui vous oblige à penser différemment, vous vous engagez dans un entraînement invisible. Personne ne le voit, personne ne vous applaudit, mais votre esprit et votre corps enregistrent tout. Vous choisissez votre terrain d'entraînement ou vous choisissez votre zone de confort. Pas les deux. La plupart se réfugient derrière le manque de temps, la fatigue ou une prétendue absence de talent. Des excuses. Le temps et l'énergie existent toujours pour ce qui compte vraiment. Le problème est que vous avez confondu le plaisir immédiat avec le véritable progrès. Il n'est pas le même de se sentir occupé que d'être en train de grandir. Il y a une distance abyssale entre passer le temps et l'utiliser pour vous renforcer. Et c'est ici que vous devez être implacable. Choisissez un passe-temps qui vous oblige à vous améliorer, même si cela fait mal, même si vous échouez, même si vous mettez du temps à voir des résultats, parce que cet inconfort, cet effort quotidien est l'investissement émotionnel qui construit la discipline et la résilience. Il ne s'agit pas de poursuivre des récompenses externes, mais d'entraîner la volonté, de durcir l'esprit, de vérifier chaque jour que vous pouvez supporter plus que ce que vous croyez. Choisir avec intention, c'est rejeter la médiocrité. C'est tracer une ligne et décider que vous allez cesser d'être un spectateur de votre propre vie. La vérité est celle-ci. Vous pouvez commencer à changer aujourd'hui ou vous pouvez continuer à justifier votre faiblesse. Il n'y a pas de compromis. Un seul passe-temps, pratiqué avec une intention claire et de la constance, peut changer l'architecture interne de votre caractère en 6 mois. Mais vous devez décider, soit vous entraînez votre esprit, soit vous vous résignez à ce que le monde vous entraîne à coups. La discipline n'est pas un talent, c'est une décision qui se renouvelle chaque jour. Si vous voulez une vie différente, cessez de perdre du temps et choisissez le type d'effort qui va vous construire de l'intérieur. Personne ne va vous offrir de la force, ni de la clarté, ni de la résistance. Elle se travaille. La vraie vie ne récompense pas ceux qui attendent, elle récompense ceux qui se préparent. 2. Entraîne la discipline, pas seulement les compétences. Il est 8 heures du soir et après une journée entière d'obligations, tu as enfin un peu de temps libre. La fatigue s'installe sur les épaules et l'esprit cherche désespérément une échappatoire facile. Un peu de divertissement, un coup d'œil rapide sur les réseaux sociaux, peut-être un épisode de cette série dont tu ne te souviens même plus pourquoi tu as commencé à la regarder. Personne ne te regarde,
Il n'y a pas de conséquences immédiates, juste ce soulagement momentané de t'évader. Mais, si tu prêtes attention, il y a une petite tension interne, une voix qui te demande en silence si ce moment va s'ajouter à la pile de jours identiques, si aujourd'hui tu vas faire, encore une fois, ce que tu fais toujours, quand personne ne te demande rien. C'est ici, dans ces minutes invisibles, que se définit ce que tu appelles discipline. La plupart des gens pensent qu'entraîner une compétence est suffisant. Apprendre à frapper le sac de boxe, écrire dans un journal, mémoriser du vocabulaire, lire 50 pages, tout cela semble être un progrès. Mais il y a un piège. Tu peux pratiquer beaucoup et rester la même personne faible si tu cherches toujours le chemin le plus confortable. La compétence technique n'est pas ce qui transforme, c'est la friction interne, le moment où tu veux t'arrêter et choisis de continuer. La discipline n'est pas seulement répéter une action, c'est défier chaque impulsion automatique qui préfère le plaisir facile à l'effort conscient. C'est avaler cette inconfortabilité et continuer, même si tu ne vois pas de résultats immédiats, même si la motivation disparaît et que la fatigue se multiplie. Il n'y a jamais eu de version forte de toi qui soit sortie d'une routine confortable. Au fond, nous avons tous des mécanismes invisibles qui sabotent notre avancement. L'esprit est expert en négociation. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème si tu le laisses pour demain. Tu n'as pas assez d'énergie. Tu n'es pas aussi bon que les autres. Ces idées ne sont pas des pensées passagères. Ce sont de petits pactes que tu fais avec la médiocrité. Et chaque fois que tu cèdes, tu renforces l'habitude de te rendre à la moindre résistance. C'est pourquoi le véritable entraînement n'est pas dans la compétence externe, mais dans le muscle interne qui décide de ne pas céder même si le corps et l'esprit demandent du repos. La discipline se construit à ce seuil où l'inconfort commence à faire mal et, au lieu de reculer, tu restes. Celui qui apprend à supporter ce poids apprend à supporter n'importe quoi. La discipline, c'est faire ce que tu as dit que tu ferais, même si personne ne regarde. Entraîner une compétence te sert, bien sûr. Mais si tu n'entraînes pas le caractère qui la soutient, tout ce que tu as appris s'effondre à la première crise. Il est facile de pratiquer quand tu te sens inspiré. Ce qui est difficile, c'est de pratiquer quand tu es épuisé, ennuyé ou frustré. Ici se révèle le conflit le plus profond. Qui es-tu quand personne ne t'oblige ? Que fais-tu avec ces minutes où tu pourrais choisir d'être fier de toi ou de te laisser emporter par les habitudes de toujours ? Il n'y a pas de véritable progrès sans cette brutalité honnête qui t'oblige à voir à quel point tu te trahis, à quel point tu te justifies. Il n'y a pas de discipline sans inconfort soutenu. La volonté est un muscle et chaque jour où tu choisis de l'entraîner, tu la rends plus résistante. Ne confonds pas compétence et discipline. La compétence te mène jusqu'à la porte. La discipline te fait la franchir, même quand tu préférerais rester dehors. La différence entre une vie ordinaire et une vie extraordinaire réside dans ces moments inconfortables, dans l'accumulation de petits renoncements à la facilité. Personne ne se renforce par accident. Personne ne devient imparable sans passer par la fatigue, le doute, le désir de renoncer. Seuls ceux qui entraînent la discipline de manière délibérée et non seulement la compétence superficielle peuvent supporter le poids de leurs propres décisions. La vie réelle ne te demandera pas combien de fois tu as essayé, elle mesurera seulement ce que tu as résisté. La discipline n'est pas un ornement. C'est la structure interne qui soutient tout ce que tu veux devenir. 3. Transformer la pratique constante en caractère. Il y a un conflit que presque personne ne veut admettre. La plupart d'entre nous espèrent que la pratique constante nous mènera à l'amélioration. Mais au fond, nous ne faisons que répéter des actions comme si le simple fait d'insister suffisait à changer qui nous sommes. Il est inconfortable de le reconnaître. Mais souvent, la constance n'est pas de la discipline, mais une routine vide qui nous maintient piégés dans des versions à peine meilleures de nous-mêmes. Le véritable problème est que nous confondons l'accumulation d'heures avec la transformation personnelle, comme si la fréquence garantissait la profondeur. Mais la pratique, pour vraiment se transformer en caractère, exige quelque chose de plus brutal. Une conscience implacable de chaque répétition.
une honnêteté pour identifier quand nous nous contentons simplement de faire le minimum et quand nous défions réellement nos propres limites internes. Pratiquer sans inconfort conscient n'est que faire fonctionner la machine sans ajuster le mécanisme principal, la volonté. Analysons cela sérieusement. Lorsque vous choisissez un passe-temps exigeant et que vous vous engagez à le pratiquer jour après jour, le processus réel n'est pas visible dans les actions extérieures, mais dans la façon dont votre esprit réagit à la résistance interne. Il ne suffit pas d'entraîner le corps ou la technique. Ce qui est vraiment entraîné, c'est votre capacité à supporter l'inconfort, à affronter la paresse, à négocier avec la fatigue et la frustration sans vous rendre à elle. Les personnes habituées à répéter sans questionner n'arrivent jamais à découvrir le seuil où se produit la fracture et ensuite la reconstruction du caractère. C'est pourquoi tant de gens stagnent, parce qu'ils répètent des mouvements mais n'exigent jamais de leur volonté qu'elle supporte un peu plus de pression. Ce qui distingue ceux qui se transforment réellement, c'est qu'ils utilisent la pratique comme un filtre qui sépare l'excuse de la décision. Il ne s'agit pas seulement de faire, mais de faire d'une manière qui vous oblige à cesser de négocier avec votre propre faiblesse. Cela, appliqué au quotidien, est brutalement simple et en même temps difficile à maintenir. Chaque fois que vous pratiquez la calisthénie, par exemple, vous ne renforcez pas seulement des muscles, vous entraînez la réponse que vous donnez lorsque l'épuisement devient insupportable. Lorsque vous tenez un journal avec une honnêteté radicale, vous ne remplissez pas seulement des pages, vous affinez votre capacité à vous voir sans masque et à soutenir ce regard inconfortable. Le tir à l'arc, les échecs, la randonnée de longue distance, n'importe lequel de ces passe-temps, si vous les pratiquez avec intention et non par inertie, se transforme en une sorte de laboratoire psychologique. Là se révèle le mécanisme clé. Ce que vous répétez avec conscience devient une habitude, et ce que vous maintenez malgré l'inconfort devient caractère. La pratique constante, si elle est délibérée et non automatique, est un investissement émotionnel. Chaque moment où vous choisissez de ne pas céder est une brique de plus dans la construction de votre tempérament. L'erreur est de croire que vous avez seulement besoin de patience et de temps. Le véritable changement exige de la rudesse. Rejetez le pilote automatique, observez chaque impulsion qui vous invite à abandonner et répondre par une décision ferme. Rien de pertinent ne se construit sans passer par le filtre abrasif de l'inconfort soutenu. La routine confortable vous enchaîne, la pratique consciente vous libère. Transformer la pratique constante en caractère nécessite que vous vous demandiez, sans concession, si aujourd'hui vous avez été capable de supporter 1 gramme de difficulté supplémentaire. Et la réponse, si elle est honnête, vous montre exactement où vous en êtes et ce qu'il reste à entraîner. La constance vide n'est qu'un déguisement du progrès. La constance consciente est la racine de toute véritable force. Seul ce que vous choisissez de supporter chaque jour, sans raccourci, définit en quoi vous êtes en train de vous transformer. Ce que vous répétez vous façonne. Ce que vous résistez vous construit. 4. Priorisez la profondeur sur la variété superficielle. Au fond d'un atelier abandonné, il y a des centaines d'outils dispersés sur une table en bois usée. Certains ont à peine des marques d'utilisation, d'autres sont recouverts de poussière, et seuls quelques-uns montrent les traces profondes d'avoir traversé des matériaux durs, d'avoir été tenus à la main encore et encore, jusqu'à faire partie du geste. Cet atelier est votre vie. La plupart collectionnent des instruments, mais presque personne n'ose user un seul jusqu'à le rendre indispensable. Passer d'outil en outil ne produit que des callosités superficielles, jamais de vraie force. C'est la même chose avec vos passe-temps. Vous pouvez remplir vos journées d'activité, essayer un peu de tout, vous sentir occupé et croire que vous avancez. Mais ce qui compte, ce n'est pas la variété, mais la profondeur avec laquelle vous décidez de travailler un seul filon jusqu'à ce que la résistance se brise et vous laisse voir de quoi vous êtes fait. On le remarque dans le regard de celui qui a choisi la profondeur. Ces mouvements ont une gravité particulière, un rythme différent.
Il ne se disperse pas en 1000 tentatives. Il ne se laisse pas emporter par la hâte d'expérimenter le nouveau à chaque instant. Quand il parle, il le fait avec le poids de l'expérience que seul un engagement délibéré peut donner. En revanche, celui qui reste en surface transmet de l'anxiété, comme s'il craignait de manquer quelque chose en restant trop longtemps au même endroit. En réalité, ce qu'il craint, c'est de faire face au vide qui apparaît lorsque la nouveauté disparaît et qu'il ne reste que l'effort pur, sans fioriture. C'est la zone où la plupart abandonnent. Approfondir exige de supporter l'ennui, la frustration, la stagnation apparente. C'est un entraînement silencieux. Répétez encore et encore, jusqu'à ce que chaque erreur devienne partie de l'apprentissage, jusqu'à ce que vous sentiez dans votre corps le poids exact de la discipline. Regardez les mains de celui qui a pratiqué la calisthénie pendant des années. Ce ne sont pas des mains douces, mais rugueuses, durcies par la friction constante avec la barre. Observez comment un joueur d'échecs expérimenté tient une pièce. Il y a une précision presque rituelle, un respect pour le processus. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'avoir choisi de perdre la superficialité au profit de la maîtrise. Approfondir un seul passe-temps vous oblige à négocier avec votre propre résistance et à affronter chaque couche de faiblesse sans possibilité d'évasion. La variété séduit parce qu'elle vous donne l'illusion de progrès sans le coût réel de la transformation. Il est plus facile d'essayer 20 activités superficielles que de supporter l'inconfort de ne pas avancer pendant des semaines dans une seule. Mais c'est seulement en franchissant ce seuil, lorsque la pratique devient exigeante et que les résultats tardent à venir, que le véritable changement commence. La profondeur ne se mesure pas en heures, mais en l'intensité avec laquelle vous traversez chaque obstacle interne. Vous pouvez rester des mois bloqués au même point, sans aucune récompense visible. Mais chaque jour où vous revenez, chaque fois que vous décidez de ne pas abandonner, vous soudez une structure interne qui ne se brise pas facilement. C'est ce que la variété ne pourra jamais vous donner. Lorsque vous choisissez la profondeur plutôt que la variété, vous renoncez à la tentation de vous distraire avec le nouveau et vous vous entraînez à supporter le poids de la répétition consciente. Le résultat n'est pas seulement une compétence améliorée, mais un esprit capable de supporter l'ennui, l'incertitude et la fatigue. La profondeur est une dette envers vous-même que vous ne payez qu'avec patience et renoncement. Ne vous laissez pas tromper par la culture de l'immédiateté. La variété n'est pas synonyme de vie pleine, c'est juste du bruit déguisé en opportunité. Choisissez un terrain et creusez jusqu'à ce que cela fasse mal. Ce qui est superficiel s'oublie, ce qui est profond vous façonne. Si vous voulez un caractère qui résiste à tout coup, arrêtez de collectionner des passe-temps et osez rester, supporter le vide et l'inconfort jusqu'à ce que le terrain cède. La profondeur est le filtre qui sépare ceux qui survivent de ceux qui transcendent. Personne ne se renforce en sautant de branche en branche. Seul celui qui choisit de rester, de creuser et de supporter finit par trouver la racine. 5. Utilisez l'effort quotidien comme mesure réelle. Celui qui ne mesure pas sa vie par l'effort se ment à lui-même. C'est aussi simple que cela. Tout le reste ne sont que des excuses sous un autre nom. Vous pouvez répéter 1000 fois votre routine, vous vanter d'un emploi du temps chargé, parler du temps investi et de la dévotion, mais si vous n'êtes pas capable de sentir le poids quotidien de votre effort, ce que vous cultivez, c'est la médiocrité la plus raffinée. Il est facile de se tromper en se disant que du moins vous essayez, que l'intention compte. Mais la réalité ne récompense pas les intentions, seulement le travail qui brûle chaque jour dans le muscle de votre volonté. Croyez-vous vraiment que cela importe combien d'heures vous avez passé si chaque minute était confortable, s'il n'y avait pas de friction? Si vous ne vous êtes pas forcé à faire un pas de plus quand votre esprit vous suppliait de vous arrêter? L'effort est la seule métrique honnête qui existe, car tout le reste peut être falsifié. Vous pouvez étudier sans apprendre, vous entraîner sans vous exiger, pratiquer sans progresser. Mais le corps et l'esprit ne se laissent pas tromper. Seul l'inconfort réel construit.
Chaque fois que vous choisissez de ne pas donner le meilleur de vous-même, chaque fois que vous terminez une séance en disant « aujourd'hui c'était suffisant », alors que vous savez que vous auriez pu tenir un peu plus longtemps, vous hypothéquez votre caractère. La dette s'accumule, même si vous ne voulez pas la voir. L'effort quotidien est inconfortable parce qu'il vous oblige à faire face à la partie de vous qui veut négocier, qui cherche des raccourcis, qui préfère l'apparence au résultat. Cette partie existe en chacun, mais seuls quelques-uns la mettent sous contrôle. Aujourd'hui, la plupart vivent obsédés par des métriques vides, calories brûlées, pages lues, minutes consacrées, mais ils ne prennent même pas le temps de se demander s'ils progressent réellement ou s'ils tournent en rond. La vie ne se transforme pas par des gestes de demi-intensité. Seul l'effort soutenu et délibéré laisse des cicatrices de croissance dans le caractère. Si vous n'utilisez pas l'effort quotidien comme mesure, vous finissez par être otage de vos propres excuses. Vous vous convainquez que vous en faites déjà assez, vous vous cachez derrière la fatigue, le stress, les obligations. Mais l'effort réel ne se négocie pas, il ne comprend pas les états d'âme. C'est la décision brutale de soulever le poids mental et physique, même si vous êtes épuisé, de maintenir l'engagement quand personne ne vous exige rien, de ne pas vous contenter du minimum acceptable. Les personnes fortes ne naissent pas avec un talent spécial, mais avec l'habitude de ne pas négocier avec la paresse. Vous choisissez de faire un pas supplémentaire, le corps apprend. Vous choisissez d'abandonner. L'esprit mémorise cette sortie facile. C'est aussi simple que cela. L'effort est la seule chose qui ne peut pas être simulée. Vous pouvez mentir aux autres, mais pas à l'enregistrement invisible de votre propre fatigue accumulée et de vos renoncements volontaires. Ce qui détermine qui vous êtes n'est pas le nombre de tentatives, mais le nombre de fois où vous avez refusé d'abandonner quand tout en vous demandait du repos. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mathématique psychologique. La somme des efforts quotidiens, même petits, finit par construire une version de vous qui ne réagit plus avec faiblesse face à l'adversité. Si vous osez mesurer votre vie par l'effort, pas par le confort, ni par les résultats immédiats, tôt ou tard, les résultats arrivent comme conséquence inévitable. Personne ne devient fort par accident. Personne ne se réveille un jour avec de la résilience s'il n'a jamais entraîné l'inconfort. L'effort quotidien est le filtre qui sépare ceux qui souhaitent seulement changer de ceux qui changent réellement. Il n'y a pas de raccourci. Si vous ne sentez pas le poids, vous ne grandissez pas. Si cela ne vous coûte pas, cela ne vous transforme pas. La seule victoire qui compte est celle qui se gagne en luttant contre vos propres excuses. Le reste n'est que du théâtre. 6. Transformez chaque passe-temps en un champ d'entraînement. Personne ne devient fort en choisissant la facilité. Chaque fois que vous recherchez le confort, vous entraînez votre propre faiblesse. C'est la vérité que la plupart préfèrent ignorer. Il ne suffit pas d'avoir un passe-temps. Ce qui fait la différence, c'est la façon dont vous vous y engagez. La manière dont vous transformez cette activité en un véritable champ d'entraînement pour votre esprit et votre caractère. Lorsque vous abordez une discipline, boxe, calisthénie, échec, peu importe, avec l'intention d'éviter l'effort, vous ne faites que répéter le schéma d'évasion qui vous maintient déjà dans la médiocrité. Mais si vous changez d'approche et transformez ce temps en un laboratoire pour défier vos limites intérieures, votre vie entière commence à se restructurer de l'intérieur. Le changement ne se produit pas dans le muscle, ni dans la technique, ni dans le nombre d'heures. Il se produit dans la manière dont vous supportez la pression de vos propres impulsions et décidez de ne pas reculer lorsque la facilité serait d'abandonner. Il ne s'agit pas seulement d'entraîner une compétence externe, mais d'utiliser chaque session comme une occasion d'observer vos mécanismes automatiques. La voix intérieure qui cherche des raccourcis, cette tendance à abandonner dès que le premier obstacle apparaît, l'habitude de vous justifier pour ne pas faire face à la fatigue ou à l'ennui. Chaque passe-temps peut être un simple divertissement ou un outil de construction de soi brutal, selon l'honnêteté avec laquelle vous faites face à vos propres fractures. La plupart des gens n'osent jamais regarder en face leur résistance à l'inconfort.
Ils préfèrent croire que faire quelque chose est suffisant, même si ce quelque chose n'exige rien de réel de leur caractère. Mais l'esprit enregistre tout. Chaque fois que vous choisissez la sortie facile, vous renforcez l'habitude de céder. Et chaque fois que vous restez dans l'inconfort, même si c'est pendant quelques minutes, vous ajoutez des couches de force que aucun livre ni conseil extérieur ne pourra vous donner. Le véritable entraînement psychologique commence lorsque vous réalisez que vous ne luttez pas contre la difficulté de la technique, mais contre la facilité de renoncer. Ce combat est silencieux, intime, presque invisible pour les autres, mais il détermine absolument qui vous pouvez devenir. Et ici se pose une question à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Êtes-vous prêt à transformer chaque passe-temps en un filtre qui confronte vos faiblesses et les transforme en muscles intérieurs? Parce que la plupart choisissent de répéter jusqu'à ce que cela ne fasse pas mal, jamais jusqu'à ce que cela dérange vraiment. Faire ce pas supplémentaire, rester une minute de plus lorsque tout en vous demande d'arrêter, refuser de négocier avec la paresse. C'est là que se définit le caractère. Pas besoin de talent, il faut de la décision. Personne n'entraîne la discipline par accident. Faites-le simple. Chaque fois que vous commencez une pratique, rappelez-vous que cet espace est votre champ d'entraînement. Vous n'allez pas perfectionner la technique au-dessus de votre volonté, mais renforcer la volonté à travers la technique. La boxe n'est pas seulement un mouvement physique, c'est l'investissement émotionnel de supporter la peur d'échouer. Écrire un journal n'est pas seulement remplir des pages, c'est se regarder sans excuse et enregistrer l'inconfort. Apprendre une langue, soulever votre propre poids, maîtriser une nouvelle compétence, tout cela est la même chose. Une excuse déguisée en pratique ou un cadre pour tester la fermeté de vos décisions. La transformation commence lorsque vous cessez de rechercher des résultats externes et utilisez chaque minute pour entraîner la partie de vous qui n'est pas visible. Ce qui est superficiel s'oublie. Ce que vous résistez reste. Devenez quelqu'un qui mesure sa vie par la qualité de son entraînement invisible. La vie ne change que lorsque vous changez la manière dont vous entraînez votre esprit. 7. Laisse le défi forger ta résilience. L'horloge indique 6 heures du matin. Dehors, l'obscurité règne encore, et seuls ceux qui ont vraiment un engagement envers leur propre croissance se lèvent à cette heure-ci, non pas parce qu'ils ont de l'énergie à revendre, mais parce qu'ils comprennent que se laisser emporter par la commodité est une décision qui a des conséquences. Le froid s'infiltre dans les vêtements. Le lit invite à rester. Mais à cet instant, ce qui compte, ce n'est pas le temps ni la fatigue, c'est le choc frontal entre le désir de procrastiner l'effort et la détermination d'avancer. C'est ici que commence la différence, dans le choix silencieux de ne pas céder à la première inconfort. La résilience, ce muscle psychologique, ne surgit pas par accident. Elle se forge dans la répétition quotidienne de décisions que personne ne célèbre et qui coûtent presque toujours plus que ce qu'elles semblent. Analyser le processus révèle la dureté de la situation. Chaque défi, aussi petit soit-il, est un mécanisme pour calibrer ta résistance interne. Il ne s'agit pas de surmonter des défis monumentaux chaque jour, mais de comprendre que la somme de petits renoncements à la facilité finit par façonner un esprit qui ne recule plus lorsque la pression augmente. L'entraînement commence lorsque le corps ou l'esprit envoie des signaux clairs qu'il serait plus simple de se rendre, de sauter la pratique, de reporter l'objectif. C'est dans cet espace que filtre la vérité. Il n'existe pas de résilience sans friction, et tout ce qui t'évite de ressentir ce poids ne fait que retarder le moment où la vie te demandera réellement quelque chose. Chaque fois que tu choisis de traverser l'inconfort au lieu de l'éviter, ton esprit enregistre l'expérience comme une expansion de tes propres limites. Le défi, alors, n'est pas un obstacle externe, mais l'excuse interne qui cherche toujours des raccourcis. Ce qui est intéressant, c'est que ce processus est délibéré et brutalement logique. Si tu fuis toujours l'inconfort, tu entraînes ton incapacité à supporter le moindre coup. Si tu permets au défi de prendre une place centrale dans ta routine, tu commences à reconfigurer les mécanismes qui auparavant te poussaient à abandonner. Ici,
il n'y a pas de magie ni de talent caché. Il y a la décision consciente de t'exposer à l'effort soutenu. La boxe, la calisthénie, même la simple habitude d'écrire un journal honnête, fonctionnent comme des terrains d'essai où tu peux observer en temps réel comment ta tolérance à l'inconfort grandit en ne cédant pas. Ce que tu tolères aujourd'hui te renforce demain. C'est la véritable mesure de la résilience, la capacité de porter le poids émotionnel et mental sans s'effondrer à la première signe de fatigue. Ce n'est pas un processus confortable ni rapide. L'esprit cherchera toujours à justifier l'abandon avec des arguments raisonnables. Manque de temps, surcharge de travail, fatigue accumulée. Mais lorsque tu permets au défi de te traverser, sans t'anesthésier ni céder à la plainte, tu commences à construire une structure interne qui ne dépend pas des circonstances externes. C'est un investissement émotionnel qui, bien qu'il ne te donne pas de récompense immédiate, ajoute des couches de force réelles. Le résultat ne se mesure pas en réalisation visible, mais dans la manière dont tu réagis lorsque la vie cesse d'être prévisible et exige de toi une adaptation. La résilience n'est pas une résistance passive, c'est la capacité de te reconstruire chaque fois que quelque chose se brise. Permettre au défi de te forger, c'est rejeter la commodité comme philosophie de vie. C'est comprendre que chaque minute d'inconfort choisi est un avant-goût de l'adversité future. C'est entraîner aujourd'hui la capacité de ne pas se briser demain. Parce que personne ne développe de la force en fuyant le poids. Seul celui qui ose le porter jour après jour découvre jusqu'où il peut résister. Ce qui est facile ne transforme pas. Le défi est le filtre. Ce que tu supportes te définit. 8. Transformer les loisirs en auto-amélioration tangible. Je n'aime pas l'admettre, mais pendant des années, j'ai gaspillé mon temps libre en croyant que les loisirs étaient une sorte de droit acquis, un refuge mérité après l'effort quotidien. Je me souviens de la sensation exacte, tomber épuisé sur le canapé, le téléphone à la main, la télévision allumée juste pour remplir le fond, le mouvement automatique de faire glisser le doigt sur l'écran sans vraiment regarder quoi que ce soit. Il y avait une sorte de soulagement anesthésiant dans cette routine, une pause qui semblait innocente mais qui laissait ensuite un vide silencieux et une gêne difficile à nommer. C'est une habitude qui s'installe sans que tu t'en rendes compte. Tu justifies chaque minute de loisir passif comme si c'était nécessaire pour te récupérer. Mais la vérité est que ce repos devient un piège qui engrosse la paresse et affaiblit le caractère. Tu te trompes en pensant que te déconnecter te recharge, alors qu'en réalité, cela ne fait que t'endormir. Les loisirs mal utilisés sont une dette invisible qui se paie en insatisfaction et en autodépréciation. Observe les gestes, le corps recroquevillé sur une chaise, les yeux qui s'éteignent devant l'écran, les soupirs courts chaque fois qu'un épisode se termine et qu'un autre commence sans que tu ne le décides vraiment. Le temps devient flou, les minutes s'étirent et se perdent dans ce limbe où l'esprit ne se demande rien. En revanche, regarde quelqu'un qui a transformé ses loisirs en auto-amélioration tangible. Le front plissé par la concentration, les mains qui répètent des mouvements avec précision, la sueur qui perle même dans de petits espaces, la respiration qui devient plus profonde à mesure que l'effort augmente. Il n'y a pas de distraction, juste une présence totale dans ce qu'il fait. L'espace change, une table dégagée pour écrire, un coin de la chambre dédié à la calisthénie, l'échiquier monté même s'il n'y a pas d'adversaire. Les loisirs deviennent une sorte de laboratoire où chaque minute compte comme un investissement, pas comme une dépense. La différence se ressent sur la peau et s'imprime dans l'esprit. Un jour comme un autre, tu termines une séance exigeante de boxe où tu avances d'une page dans un livre difficile. Et la sensation qui reste ensuite n'est pas le vide, mais une fatigue pleine. Le corps répond, l'esprit s'éclaircit, et la fierté silencieuse de t'être suffisamment exigé pèse plus que n'importe quelle récompense extérieure.
Chaque petite victoire, un nouveau record personnel, une idée écrite avec honnêteté, un coup d'échec que tu n'aurais pas vu auparavant, te rappelle que les loisirs peuvent être le terrain le plus fertile pour semer la meilleure version de toi-même. Tu n'as pas besoin de grandes prouesses, juste de la constance à choisir l'effort plutôt que l'évasion. Les loisirs bien utilisés sont du temps qui te rend force, clarté et respect de soi. Dans la pratique, transformer les loisirs signifie rompre l'habitude de t'anesthésier et décider chaque jour que ce temps est le tien pour te construire, pas pour te perdre. C'est un acte de rébellion contre la culture de la distraction facile. Pendant que d'autres fuient l'effort, tu choisis de le porter et de le transformer en muscle émotionnel. L'auto-amélioration ne se produit pas au milieu du bruit, mais dans les minutes silencieuses où personne ne te regarde et où tu choisis de te confronter à tes limites. Ici, les excuses n'importent pas, seules les actions visibles. La routine que tu répètes, la sueur accumulée, les mots que tu laisses dans le journal même si personne ne les lit. Les loisirs ne sont pas synonymes de passivité, c'est une opportunité quotidienne de t'élever au-dessus de la médiocrité automatique. Le tangible n'est pas seulement ce que tu accomplis, mais le type de personne que tu deviens en osant t'entraîner pendant que d'autres se reposent. Personne ne se souviendra de toi pour ce que tu as évité, mais seulement pour ce que tu as résisté. Les loisirs ne sont pas un ennemi, mais mal utilisés. Ils sont le pire sabotage. Transforme-les en auto-amélioration et tu auras un avantage que personne ne peut te retirer. Les loisirs bien entraînés sont du respect de soi accumulé. Laisse chaque minute libre compter, car la vie ne t'attend pas pendant que tu te distrais. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Il y a des personnes dont le simple message ou la présence déclenche un mécanisme d'alerte dans votre esprit, comme si votre corps savait avant vous le prix invisible que vous payez pour les tolérer. Ce serait naïf de nier qu'il existe des individus capables de drainer votre énergie et d'enchevêtrer votre paix avec des commentaires, des attitudes ou des manipulations subtiles. Le stoïcisme ne sucre pas la réalité. Il vous la jette au visage. Il vous rappelle que vous ne pouvez pas contrôler les autres, seulement vos propres réactions. Il ne s'agit pas de résignation ni de devenir une statue insensible, mais de reprendre les rênes de votre état émotionnel lorsque l'extérieur veut envahir vos limites. Cesser de souffrir à cause de personnes toxiques n'est pas un service que vous leur rendez, mais un acte de dignité personnelle. Vous n'avez pas l'obligation de permettre à quiconque de fracturer votre caractère. L'autocontrôle n'est pas de la froideur, c'est le filtre qui sépare l'essentiel du destructeur. Il y a une différence brutale entre la tolérance et la soumission émotionnelle. L'une vous renforce, l'autre vous condamne à la dépendance. Personne ne mérite d'avoir le pouvoir de dicter votre état d'esprit. Ce qui est en jeu, c'est votre paix et votre énergie quotidienne. Chaque fois que vous cédez le contrôle, vous perdez un peu de vous-même. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 leçons stoïques, pratiques et directes pour rompre ce cycle. Parce que vous méritez une vie où votre bien-être ne soit pas l'otage des fractures des autres. Votre tranquillité est votre patrimoine. Défendez-la avec discipline. 1. Identifie les comportements qui drainent ton énergie. La vérité est celle-ci. Personne ne te vole ton énergie. C'est toi qui décides de la laisser entre les mains de comportements que tu sais déjà t'épuiser. Ce n'est pas une question de malchance, ni de croiser des personnes difficiles. C'est une question d'habitude mentale que tu répètes même en sachant qu'elle te coûte cher. Ici, il n'y a pas de place pour des excuses. Si tu continues à accorder ton attention à des conversations inutiles, si tu acceptes des invitations qui te pèsent plus qu'elles ne t'apportent, si tu restes dans des dynamiques où tu finis toujours par te justifier ou te sentir insuffisant, tu n'es pas une victime,
Tu es complice de ta propre fatigue. Le premier pas, et le plus inconfortable, est de cesser de nier ta responsabilité. Personne d'autre ne va identifier ces comportements pour toi, ni les signaler sans que tu ne le prennes comme une attaque. La compassion bon marché ne va pas te sauver. Ce dont tu as besoin, c'est d'un inventaire honnête des gestes automatiques, des réponses réflexes, des silences forcés et des concessions que tu fais chaque jour par peur du conflit. La plupart du temps, tu sais parfaitement quelles sont ces situations et ces personnes qui te laissent t'épuiser. Mais tu préfères détourner le regard, car l'admettre signifierait devoir agir. Et agir implique de l'inconfort, des ruptures, parfois une solitude temporaire. Alors tu te racontes l'histoire que ce n'est pas si grave, que c'est normal de se sentir épuisé, que la vie est ainsi. Ce n'est pas du réalisme, c'est de la lâcheté mentale. Le stoïcisme ne consiste pas à être froid ou distant, il s'agit d'être impitoyablement clair sur tes limites et sur ce que tu permets d'entrer dans ton espace émotionnel. Ton énergie n'est pas infinie, et chaque fois que tu l'offres à la plainte, au drame des autres, à la manipulation déguisée en préoccupation, tu hypothèques ton bien-être. Si tu t'épuises pour des choses que tu ne peux pas contrôler, c'est parce que tu t'es habitué à ne pas filtrer, à ne pas discerner, à ne pas dire non quand il le faut. Prends la responsabilité du filtre que tu utilises pour décider à qui et à quoi tu donnes ton temps et ton esprit. Il ne suffit pas de se plaindre ou de souhaiter que les gens changent. La véritable discipline consiste à couper à la racine les comportements que tu répètes par peur de te sentir seul, par peur de perdre une prétendue harmonie qui n'est rien d'autre que de la résignation déguisée en maturité. Ne te trompe pas. Chaque fois que tu tolères un manque de respect, chaque fois que tu te tais pour éviter la tension, tu ajoutes du poids à une dette émotionnelle qui tôt ou tard te laissera vide. La paix mentale ne se négocie pas. Soit tu choisis les comportements qui te renforcent, soit tu continues à donner ton énergie à ce qui te fragilise. Si tu n'identifies pas ce qui te draine, tu choisis de rester brisé. Personne d'autre ne le fera pour toi. 2. Arrête de chercher la validation de ceux qui te blessent. Tu rentres chez toi après une longue journée. Tu regardes l'écran de ton téléphone et comme un réflexe automatique, tu vérifies si cette personne a répondu. Peu importe si la dernière chose qu'elle t'a dite était une critique déguisée en conseil, une blague acerbe ou ce silence à moitié qui te laisse penser que tu as fait quelque chose de mal. Te voilà, encore une fois, attendant un signe, un geste, n'importe quel signe d'approbation qui te sorte de l'inconfort. Tu sais que cette validation ne dure jamais assez longtemps et qu'après un moment, tu ressens à nouveau la même anxiété, le même vide. C'est comme si, malgré tout ce que cela t'a coûté, tu continuais à parier ton estime de soi à la roulette d'un jugement extérieur. Et le pire, c'est que tu reconnais le schéma. Chaque fois que tu reçois une minimale acceptation, tu t'accroches plus fort. Chaque fois que tu es ignoré ou méprisé, ton esprit se remplit d'explications qui ne servent qu'à justifier l'attachement. Parfois, tu te convaincs que, si tu parviens à plaire ou à prouver ta valeur, cette personne va changer d'attitude et enfin, tu te sentiras suffisant. Mais ce qui se passe réellement est un mécanisme d'auto-sabotage. Tu remets le contrôle de ton humeur à celui qui a le moins prouvé qu'il le mérite. Quand tu cherches la reconnaissance auprès de ceux qui te blessent, ce que tu cherches en réalité, c'est une réparation impossible. Tu refuses d'accepter que leur approbation ne guérira jamais ce que d'autres ont brisé en toi auparavant. Tu insistes pour répéter la dynamique parce qu'au fond, tu as peur de faire face à l'abîme de ton propre jugement. Tu préfères écouter leurs opinions, même quand elles sont toxiques, que de t'asseoir pour écouter ce que tu penses de toi-même. Là se trouve la racine du problème. Tu déposes ta valeur entre des mains étrangères parce qu'en le faisant, tu retardes l'inconfort d'assumer ta propre responsabilité émotionnelle. Il n'y a pas de dignité à attendre des miettes de ceux qui t'épuisent. Le besoin de validation est une fracture dans le caractère, un point faible que les autres détectent et exploitent. Si tu ne le reconnais pas, tu t'habitues à mesurer ta valeur au thermomètre de ceux qui ne respectent même pas ton intégrité.
Le stoïcisme ne te demande pas d'être de pierre, il exige que tu sois honnête avec ce qui te rend vulnérable. Ta paix mentale dépend de cesser de demander la permission d'exister. Tu ne reprends le contrôle que lorsque tu comprends que ton propre jugement vaut plus que n'importe quel applaudissement extérieur. Personne ne peut te donner la validation que tu n'as pas cultivée à l'intérieur. La liberté émotionnelle commence le jour où tu cesses de mendier reconnaissance et commences à construire le respect de soi. Tu n'es pas le reflet de ceux qui n'ont pas su te voir. Tu es le résultat des décisions que tu prends pour cesser de dépendre d'eux. 3. Établis des limites fermes sans justification. Parfois, je me surprends à justifier des limites qui, au fond, n'ont pas besoin d'explication. Je me découvre en train de rédiger mentalement des excuses, ornant chaque nom de justification inutile, presque comme si je devais demander pardon pour défendre mon espace. C'est un mécanisme qui remonte à loin. On grandit en pensant que poser des limites est égoïste, que dire « stop » est un manque d'empathie, que tu dois argumenter chaque décision qui t'éloigne du conflit. Mais ce récit ne fait que t'enfermer dans un cycle d'épuisement. Chaque fois que tu te justifies, en réalité, tu cèdes du terrain. Tu donnes à l'autre la sensation que ta frontière est négociable, que tu peux te convaincre du contraire s'il présente le bon argument. Et c'est là que commence l'épuisement, la culpabilité, le doute, la tentation de céder un peu plus pour éviter l'inconfort. La limite devient quelque chose de fragile, une ligne tracée dans le sable que n'importe qui peut effacer. Apprendre à établir des limites fermes, sans donner d'explication, est une décision qui met mal à l'aise, car elle t'oblige à assumer le coût de ne pas plaire, de ne pas satisfaire, de décevoir les attentes des autres. C'est un prix élevé, et c'est pourquoi si peu de gens le paient. Si tu analyses les dynamiques avec des personnes toxiques, tu verras qu'elles cherchent toujours la faille de l'argument. Si tu leur donnes des raisons, elles les utilisent comme levier. Si tu leur montres de l'insécurité, elles la transforment en combustible. C'est pourquoi la seule limite réelle est celle que tu ne négocies pas. Dire « je ne permets pas cela » sans embellissement, sans discours, sans ouvrir la porte à des discussions, est une déclaration d'autonomie. Il ne s'agit pas d'être brusque, mais d'être clair. La limite n'est pas une attaque, c'est une décision stratégique pour protéger ton énergie. Le stoïcisme le dit clairement, ce qui est sous ton contrôle, c'est ta réponse, pas l'opinion des autres. Si chaque fois que tu marques une distance, tu as besoin de te justifier, au fond, tu demandes la permission. Et personne ne respecte celui qui demande la permission d'être respecté. Le respect de soi ne se mendie pas, il s'exerce, même quand cela met mal à l'aise. Le processus est plus mental qu'externe. D'abord, tu dois accepter que tout le monde ne comprendra pas tes limites. Et c'est bien. Ensuite, tu dois entraîner ta tolérance à l'inconfort, le regard de déception, le commentaire passif-agressif, le silence forcé. Tout cela fait partie du prix. Mais chaque fois que tu maintiens ta frontière sans reculer ni te justifier, tu renforces un muscle interne, celui de l'autodétermination. La limite n'est pas seulement une ligne vers l'extérieur, c'est une déclaration vers l'intérieur de ce que tu es prêt à tolérer et de ce que tu ne vas plus porter. Voici une phrase que tu dois te rappeler. Ta tranquillité vaut plus que l'approbation de ceux qui ne respectent pas tes besoins. La fermeté est un investissement à long terme. Celui qui prend ses limites au sérieux prend sa propre dignité au sérieux. Il ne s'agit pas de gagner des discussions, il s'agit de ne pas te perdre dans la tentative de plaire. Les limites fermes n'ont pas besoin de discours, elles ont besoin de décisions. 4. Protège ta tranquillité face aux provocations. Il y a des personnes dont la présence se fait sentir comme un bourdonnement persistant dans la nuque, une vibration inconfortable qui ne disparaît pas même si tu changes de pièce ou augmentes le volume de la musique. Ce n'est pas un coup frontal, ni un cri, c'est une provocation calculée, une grimace à peine visible, un commentaire subtil qui cherche à s'infiltrer sous ta peau, une question enveloppée d'ironie, un regard qui ne se maintient pas mais ne se retire pas non plus. Le corps réagit avant l'esprit, les épaules se tendent, la mâchoire se serre, le sang s'accélère. À cet instant,
Tout ton entraînement émotionnel est mis à l'épreuve. L'instinct t'invite à répondre, à rendre le coup avec des mots, à te justifier, à prouver que tu n'es pas faible. Mais c'est justement là que se joue la partie. La provocation n'a de pouvoir que si tu l'acceptes, si tu entres dans le jeu qu'on te propose. Il est facile de tomber dans le piège de la réaction, beaucoup plus difficile de choisir le calme comme bouclier. Observer une personne toxique essayer de te déstabiliser, c'est comme voir quelqu'un lancer des hameçons en espérant que tu mords. Chaque provocation est une quête de contrôle, une invitation à perdre ton centre. Si tu acceptes le défi, tu perds ta paix et tu deviens la marionnette de leurs états d'âme. La sérénité, en revanche, est un silence qui pèse plus que n'importe quel argument. Il ne s'agit pas de rester silencieux par soumission, mais de montrer que ta stabilité n'est pas à vendre. Le calme n'est pas passivité. C'est une déclaration active. Je ne cède pas ma tranquillité pour ton conflit. Il y a une ligne emblématique que tu dois graver. Tu n'es pas responsable de la guerre intérieure des autres. Quand tu comprends cela, tu cesses de prendre personnellement les attaques déguisées en blagues, les comparaisons malveillantes, les gestes qui cherchent à enflammer ta colère. Le travail stoïque consiste à remarquer la réaction qui monte de l'estomac et à l'arrêter avant qu'elle n'atteigne la langue. Respirer profondément, relâcher la tension, regarder dans les yeux sans hésitation. Parfois, un geste minimal, une pause délibérée, suffit pour que l'autre perçoive qu'il n'a pas accès à ton centre. Tu n'as pas besoin d'explications ni de discours moraux. Ta contenance est une réponse suffisante. La dignité ne se négocie pas dans un échange de reproches. Les gens toxiques se nourrissent de l'effet qu'ils parviennent à provoquer. Si tu ne leur donnes pas cette dose de réaction, ils se retrouvent vides face à leur propre malaise. La véritable force ne réside pas dans le fait de gagner la discussion, mais dans le fait de ne pas perdre son calme. Maintenir la sérénité face à la provocation est un acte de résistance. C'est comprendre qu'à chaque fois que tu choisis de ne pas entrer dans le jeu, tu construis un mur invisible qui protège ton énergie. La provocation n'est efficace que si tu la subventionnes avec ta paix. Voici une autre ligne emblématique. Ta tranquillité est un territoire sacré. Défends-le. La prochaine fois que quelqu'un essaie de t'entraîner dans son drame, souviens-toi que ta réaction t'appartient. Personne ne mérite le pouvoir de te sortir de ton centre. Chaque provocation est une opportunité de te prouver que ton bien-être ne dépend pas du déséquilibre des autres, mais de la discipline avec laquelle tu choisis tes batailles. 5. Ne laisse pas les autres dicter ton état. Tu n'es pas un thermomètre du malaise des autres. Chaque fois que tu ajustes ton humeur en fonction des émotions ou des commentaires des autres, tu deviens la marionnette d'une représentation médiocre qui ne t'appartient même pas. C'est pathétique de voir combien de personnes remettent leur sérénité entre les mains de gens dont le jugement n'a jamais rien apporté de bon. Tu te convaincs que céder est de l'empathie, que d'être sensible fait de toi une meilleure personne. Et ainsi tu traînes ta peine tout au long de la journée, réagissant à chaque geste, à chaque mot, à chaque silence gênant. Combien de temps vas-tu hypothéquer ta tranquillité, juste par peur de paraître froid, distant ou égoïste? Ne confonds pas compassion et soumission. La véritable compassion commence lorsque tu fais clairement comprendre que ton état intérieur n'est pas ouvert à la manipulation émotionnelle de quiconque. Le stoïcisme ne te demande pas d'être de pierre, mais exige une discipline brutale. Personne n'a le droit de s'installer dans ta tête et de tirer les ficelles de ton humeur. Si quelqu'un arrive de mauvaise humeur, tu n'as pas à te laisser contaminer. Si un autre décharge sa frustration sur toi, tu as le droit de ne pas laisser ce poison s'infiltrer dans tes décisions. Chaque fois que tu réponds avec anxiété ou colère aux caprices émotionnels d'un autre, tu te rabaisses à son niveau et perds le contrôle de ce qui t'appartient vraiment, ton esprit. C'est la différence entre être maître de soi ou esclave des circonstances. Ce qui t'affecte, tu l'autorises. Grave-le en toi. Beaucoup se cachent derrière des prétextes lamentables. C'est que je suis très empathique. Je ne peux pas m'en empêcher. Les attitudes des autres m'affectent beaucoup. Mensonge. Ce que tu ne veux pas,
C'est assumer le coût de l'indépendance émotionnelle, la solitude occasionnelle, le rejet, le jugement de ceux qui ne supportent pas de te voir stable pendant qu'ils s'effondrent. Si nécessaire, apprends à être inconfortable. Le confort est le prix de la médiocrité émotionnelle. Tu ne dois ta joie à personne, ni tu n'as à porter le poids des autres chaque fois que quelqu'un décide de s'enliser dans la boue de son propre drame. Le contrôle émotionnel ne s'improvise pas, il se travaille. Tu dois décider à chaque instant si tu remets ta paix aux fluctuations des autres ou si tu restes ferme sur ton propre axe. La discipline est simple, bien que pas facile. Observe, reconnais l'influence et coupe-la à la racine. Le respect de soi n'est pas négociable. Voici la seule ligne qui compte. Ton état est ta juridiction exclusive. Le défendre est une question de dignité. Ne permets plus, ne serait-ce qu'un jour, que le climat émotionnel des autres dicte ta prévision interne. Tu peux être empathique sans être une éponge. Tu peux comprendre sans absorber. Choisis, une fois pour toutes, d'être l'architecte de ton état et non le locataire de la tempête d'autrui. 6. Investis ton énergie à grandir, pas à changer les autres. La vérité est celle-ci. Chaque fois que tu insistes pour changer une personne qui ne veut pas changer, tu gaspilles ton énergie dans un pari perdu. Il n'y a rien de plus stérile que d'investir du temps, de l'espoir et des efforts dans la fantaisie, que ton exemple, tes arguments ou ton affection vont transformer quelqu'un qui ne voit même pas de problème dans sa façon d'être. Cet élan de vouloir corriger ou sauver les autres n'est pas de la générosité, c'est de l'arrogance déguisée en bonne intention. C'est l'ego qui murmure que, si tu insistes suffisamment, tu vas réussir à faire éveiller l'autre, à le faire réfléchir ou à te remercier. Mais ce qui se passe réellement, c'est que tu deviens otage d'attentes irréalistes, enchaînant ton bien-être à des résultats qui n'ont jamais été sous ton contrôle. C'est ici que l'esprit se remplit d'excuses. Tu te répètes que tu veux juste aider, que ce serait égoïste de lâcher prise, que tu as l'obligation morale de supporter et de pousser l'autre vers son soi-disant « meilleur moi ». Mais si tu es honnête, ce que tu cherches vraiment, c'est à soulager ton propre malaise face à l'inconfort de voir quelqu'un stagné ou destructeur. Tu ne supportes pas la sensation d'impuissance et tu préfères te mentir en pensant que tes efforts peuvent changer la volonté des autres. Le mécanisme est subtil, mais dévastateur. Chaque fois que tu investis dans la transformation d'un autre, tu négliges ton propre processus. Tu remets à plus tard tes objectifs. Tu te distrais de ta croissance. Tu finis par porter un sac à dos qui ne t'appartient pas, tournant en rond au lieu d'avancer sur ton propre chemin. Le stoïcisme est brutalement clair à ce sujet. Tu ne peux pas sauver celui qui ne veut pas sortir de son trou, ni convaincre celui qui s'accroche à son propre drame. La seule transformation légitime est celle que tu fais en toi. Grandir est un travail solitaire et intransférable. Chaque minute que tu passes à essayer de façonner le comportement d'un autre est une minute que tu te voles à toi-même. La véritable discipline consiste à cesser d'utiliser le changement des autres comme excuse pour ne pas affronter tes propres tâches en attente. Investis en toi, pas dans la résistance des autres. C'est une phrase que tu dois te tatouer dans la tête. Ton énergie est limitée. Si tu la gaspilles dans des batailles étrangères, tu arrives à la fin de la journée vide, frustré et amer. Il n'est pas facile de lâcher l'illusion que tu peux être le moteur de l'évolution d'une autre personne, mais c'est nécessaire. Ce qui est vraiment courageux, c'est de reconnaître que ta responsabilité s'arrête là où commence la volonté de l'autre. Le reste est de l'épuisement, c'est de l'arrogance, c'est la peur de rester seul avec ton propre processus. La prochaine fois que tu ressentiras la tentation d'insister, demande-toi si cet effort est un acte d'amour-propre ou juste une façon d'éviter de regarder tes propres carences. La véritable croissance commence lorsque tu récupères ton énergie, que tu cesses d'investir dans des causes perdues et que tu l'orientes sans distraction vers ton propre développement. Tu n'es pas venu dans ce monde pour être l'architecte de la conscience des autres. Tu es venu pour te construire toi-même, sans dépendre de l'évolution de qui que ce soit d'autre. 7.
Utilise chaque conflit pour renforcer ton caractère. Tu sors d'une réunion de travail et tu réalises que tu as les épaules tendues, la mâchoire serrée et la tête pleine de phrases que tu n'as pas réussi à dire. Tu te répètes des arguments en silence. Tu repasses chaque geste de cette personne qui semble prendre plaisir à exposer tes erreurs. Et tu analyses la scène en cherchant ce que tu aurais pu mieux répondre. La sensation d'inconfort ne disparaît pas lorsque tu fermes la porte. Tu la traînes jusqu'à chez toi, elle te suit pendant que tu prépares le dîner et s'immisce dans tes pensées avant de dormir. C'est ce type de conflit qui pèse le plus. Celui qui ne se termine pas lorsque la conversation se termine, mais qui reste en suspens comme une dette que tu ne sais pas comment régler. C'est ici que beaucoup de gens stagnent, croyant que la seule issue est d'éviter le conflit ou de fuir ceux qui le provoquent. Mais cette approche ne fait que retarder l'apprentissage. Le conflit est inconfortable, oui, mais c'est aussi le filtre le plus efficace pour te montrer dans quel domaine ton caractère reste vulnérable, quels boutons peuvent être pressés et quelles blessures restent à cicatriser. Du point de vue stoïque, chaque choc avec une personne difficile est un laboratoire de connaissance de soi. Il ne s'agit pas de chercher le conflit, mais de l'observer comme un test de résistance. Quelle partie de toi réagit avec colère? Quelle partie se sent méprisée? Quel mécanisme mental te pousse à te justifier ou à te taire? Si tu l'analyses avec honnêteté, le conflit met en lumière tes insécurités, tes attachements et tes schémas automatiques de défense. Le véritable problème n'est pas l'autre, mais la facilité avec laquelle tu permets à son attitude de te sortir de ton centre. Chaque fois que tu perds le contrôle, tu remets une partie de ton autorité interne et tu renforces l'idée que ta paix dépend de facteurs externes. C'est cela la véritable fracture, la conviction que tu ne seras calme que lorsque l'environnement sera parfait, lorsque personne ne te remettra en question, lorsque tout coulera sans frottement. Mais la vie ne te donnera jamais ce scénario. Attendre l'absence de conflit est une fantaisie et vivre en espérant que tout le monde respecte ta sensibilité est la recette parfaite pour la frustration chronique. L'approche stratégique consiste à utiliser chaque conflit comme un entraînement, non pas pour te durcir ni devenir insensible, mais pour identifier exactement où tu dois renforcer ton caractère. Chaque fois qu'un commentaire t'affecte plus que de raison, c'est une opportunité de te demander pourquoi. Chaque fois que tu restes coincé dans la culpabilité, la honte ou le ressentiment, tu as la possibilité de travailler sur cette zone vulnérable. Le conflit n'est pas une menace, c'est une radiographie de ton état intérieur. Si tu apprends à l'analyser sans victimisation, tu découvres des schémas qui se répètent, des arguments internes qui te sabotent et des croyances qui ne te servent plus. Ce n'est qu'alors que tu peux décider de manière consciente quelle partie du poids tu veux continuer à porter et quel est le moment de lâcher prise. Souviens-toi de cela. Le conflit révèle, il ne détruit pas. Et aussi, la force n'est pas l'absence de choc, c'est la résilience face à eux. Chaque situation difficile, si tu l'affrontes avec honnêteté et discipline, devient un investissement dans ton autonomie émotionnelle. Rester coincé dans la plainte ne fait que prolonger la dette. Utiliser le conflit comme miroir est ce qui te fait vraiment grandir. Personne ne se renforce en fuyant le frottement, mais en apprenant à supporter le coup de la clarté. 8. Choisis des relations qui renforcent ton équilibre. Parfois, je me retrouve à des dîners ou des réunions entouré de personnes avec lesquelles, en théorie, je devrais me sentir à l'aise. Mais au fond, je veux juste que la nuit se termine. Je regarde les mains agitées sur la table, la façon dont certains sourient sans regarder dans les yeux, les commentaires superficiels que personne n'ose remettre en question. Je perçois comment mon énergie diminue, alors que je fais semblant d'être intéressé, que je ris par obligation et que mon corps, bien qu'il soit encore assis là, demande depuis longtemps à s'enfuir. Ce n'est pas seulement de l'inconfort social, c'est la sensation d'investir ma présence dans des lieux qui ne m'apportent rien, de rester par habitude, par peur du vide laissé par la coupure de certains liens. Je réalise que cette fatigue n'est pas accidentelle. C'est le résultat direct de choisir, encore et encore,
Des relations qui ne font qu'aggraver mon épuisement mental, pas mon équilibre. L'environnement dans lequel tu évolues te façonne, même si tu ne l'admets pas. Si tu t'entoures de personnes qui se nourrissent de commérages, qui aiment pointer les erreurs des autres ou qui vivent dans un drame constant, tu n'as pas besoin d'être agressé directement pour te sentir vidé. Il suffit de partager le même air, d'écouter le même ton de plainte, d'avaler les mêmes silences tendus. Ces dynamiques, avec le temps, deviennent une sorte de normalité toxique. Tu commences à penser que le malaise fait partie du contrat, qu'il n'y a pas d'alternative, que toutes les relations apportent ce poids. Mais voici la vérité inconfortable. Chaque choix de compagnie est un filtre qui détermine la qualité de tes pensées, de tes émotions et même de tes objectifs. Ce n'est pas seulement une question de s'éloigner des toxiques, c'est une question de décider à qui tu permets de façonner ton état intérieur. Observer les micro-comportements de ceux qui t'entourent est un exercice brutal. Tu remarques des gestes d'approbation dissimulés, des blagues qui cherchent à se positionner au-dessus, des regards qui examinent plus qu'ils n'accompagnent. Si tu restes là, tu absorbes le climat émotionnel comme s'il t'appartenait, même si tu sens qu'il ne te représente pas. Le stoïcisme ici n'est pas indifférence, mais discipline, pour choisir avec qui tu partages tes espaces les plus intimes. Il y a des gens dont la simple présence ordonne ton humeur, t'invite à t'exprimer sans peur, t'encourage à grandir même s'ils ne prononcent pas un mot inspirant. Ce sont des relations qui fonctionnent comme des ancres, pas comme des chaînes. Choisis ces liens, même s'ils te coûtent du temps, même s'ils impliquent de réduire la liste de contacts jusqu'à ce qu'elles tiennent dans une main. Peu de choses pèsent plus que la mauvaise compagnie. Mieux vaut être seul que entouré de ceux qui te volent ta clarté. Tu n'as pas besoin de justifier le filtre. Tu n'as pas à donner d'explications pour prioriser des relations qui renforcent ta paix. La vie est déjà suffisamment difficile pour en plus porter l'humeur des autres qui ne te tirent que vers le bas. Souviens-toi de ceci, la qualité de tes relations est la véritable frontière de ton équilibre. Ne t'adapte pas à ce qui t'épuise. C'est la seule loyauté que tu te dois. Bien choisir ceux que tu laisses entrer est un acte de respect envers soi-même. Et ce respect, une fois consolidé, commence à protéger ta vie de la toxicité qui te semblait auparavant inévitable. 9. Libère-toi du ressentiment pour avancer. Le ressentiment est comme une encre rouillée attachée à tes chevilles. Peu importe combien tu essaies d'avancer, chaque pas devient plus lourd, chaque décision plus lente, chaque jour une répétition du même effort inutile. Tu continues à porter des histoires qui ne t'appartiennent pas, comme si la dette émotionnelle de ce qu'on t'a fait te donnait un certain pouvoir. Mais ce que tu obtiens, c'est de sombrer dans ton propre poison. Arrête de te mentir. S'accrocher au ressentiment ne te protège pas, ça te déforme seulement. C'est un mécanisme de défense mal calibré, une excuse élégante pour ne pas lâcher le rôle de victime. Tu veux que l'autre paie, que l'injustice s'équilibre, que la vie reconnaisse ta douleur et la compense. Mais le seul compte qui augmente, c'est le tien, le compte de l'usure, du temps perdu, de l'énergie que tu offres à la mémoire de ceux qui t'ont déjà prouvé leur capacité à te blesser. Il n'y a pas de dignité dans cet attachement à la blessure. Ce que tu appelles mémoire te coûte très cher. Beaucoup s'accrochent au ressentiment parce qu'ils croient que le lâcher, c'est abandonner, comme si pardonner ou laisser derrière soi était un acte de faiblesse. Tu te répètes des phrases bon marché sur le fait de ne pas oublier pour justifier ta colère, mais en réalité, c'est la peur de rester vide, la peur d'accepter que tu as passé des années à nourrir une émotion qui ne t'a jamais rien apporté d'utile. Le ressentiment est un investissement à perte. Tout ce que tu y mets se transforme en frustration et en autocondamnation. Tu préfères continuer à réciter mentalement la liste des griefs, écrire des discours internes que tu ne prononceras jamais. Et ainsi tu reportes la conclusion d'une histoire qui n'existe que parce que tu continues à financer le souvenir. Voici la phrase que tu dois te tatouer. Le ressentiment est une prison avec la porte ouverte. Si tu ne sors pas, c'est parce que tu choisis de rester.
Le stoïcisme est brutal avec ses pièges mentaux. Il ne te permet pas de te cacher derrière la douleur, ni de chercher du réconfort dans l'autocompassion. Il te dit, sans détour, que ton seul pouvoir réel est de décider ce que tu fais de ce qui t'est arrivé. Tu peux rester piégé dans le cycle du reproche, ou tu peux couper à la racine et utiliser cette énergie pour te reconstruire, pas pour punir qui que ce soit. Il n'y a pas d'excuse suffisante pour rester enchaîné à des émotions qui te diminuent. Arrête d'attendre que l'autre répare ce qu'il a brisé. La réparation t'appartient. Et elle commence quand tu acceptes que le passé ne peut pas être réécrit, seulement redéfini. Si tu as du mal à lâcher prise, c'est parce qu'au fond, tu t'es habitué à te définir par la blessure. Mais personne qui se respecte ne se permet de vivre attaché à des dettes qui ne lui appartiennent pas. Choisis d'avancer même si ça fait mal. Laisse tomber le ressentiment comme on se débarrasse d'un fardeau inutile au bord du chemin. Ce n'est pas l'oubli, c'est la survie. Le passé ne se guérit pas en ruminer le mal, il se surmonte en cessant d'y investir. La liberté commence le jour où tu cesses de négocier avec l'amertume. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est reprendre le contrôle. Si tu n'oses pas lâcher, tu te condamnes à répéter l'histoire jusqu'à l'épuisement. Avance, même si tu dois traîner les pieds. Personne ne va te libérer de ce poids, sauf toi. 10. Fais de ta paix une priorité quotidienne. La paix intérieure n'est pas un accident, c'est une décision quotidienne et consciente. Ce que tu ne mets pas en premier finit au fond de tes priorités, et cela inclut ton propre bien-être. Il y a un piège psychologique que tu répètes sans t'en rendre compte. Tu crois que ta tranquillité est le résultat de ce qui se passe autour de toi, comme si c'était un bénéfice secondaire et non une tâche active. Tu attends que tout soit en ordre, que les autres collaborent, que les circonstances soient favorables, et seulement alors tu te permets de baisser la garde. Mais ainsi, la paix n'arrive jamais, car il y a toujours quelque chose, ou quelqu'un, prêt à la saboter. Il est facile de remettre à plus tard le soin mental quand personne ne te le demande, mais le prix que tu paies est celui de la fatigue chronique, de l'irritabilité et de ce sentiment d'être toujours à la merci de facteurs externes. Pose-toi la question inconfortable. Combien de fois par jour trahis-tu ta sérénité juste pour éviter le jugement des autres, pour ne pas sembler insensible, pour te conformer à des attentes que tu ne partages même pas? Chaque fois que tu repousses un repos que ton corps réclame, chaque fois que tu acceptes des conversations que tu sais épuisantes, chaque fois que tu te forces à résoudre des problèmes qui ne te concernent pas, tu choisis l'épuisement plutôt que la stabilité. Le plus grave, c'est que tu le fais de manière automatique, sans t'arrêter pour analyser que cette accumulation de petites concessions est ce qui finit par te voler la clarté et la force. La paix n'est pas une pause entre les conflits, c'est la discipline de maintenir ton centre au milieu de l'épuisement quotidien. Personne ne défendra ta tranquillité si tu ne la protèges pas d'abord. L'erreur la plus courante est de confondre la paix avec la passivité. Tu crois qu'être pacifique, c'est éviter le conflit, céder pour ne pas déranger ou te résigner à ce que les autres décident. Mais la véritable paix n'est pas l'absence de friction. C'est la capacité de te tenir ferme dans tes principes, même si l'environnement est défavorable. Elle se construit avec des limites claires, avec des routines qui te nourrissent, avec des décisions qui priorisent ton équilibre, même si cela signifie décevoir ceux qui s'attendent à ce que tu sois leur soutien émotionnel inconditionnel. La paix est un investissement, pas une récompense. Et comme tout investissement, elle nécessite une vigilance quotidienne, une révision des habitudes, remettre en question les inerties émotionnelles qui te poussent à reculer. Il n'y a pas de dignité à vivre fragmenté pour accommoder le désordre des autres. Si chaque jour tu ne fais pas de ta calme une priorité, tu deviens le résultat des pressions et des demandes des autres. Ta paix est ton patrimoine le plus précieux. Elle ne se négocie pas, ne se remet pas à plus tard, ne se donne pas en échange d'acceptation. Commence à traiter ta tranquillité comme tu traites ce que tu chéris le plus, avec discipline, avec jalousie, avec la conscience que la perdre te coûte trop cher. Personne d'autre ne peut assumer cette tâche à ta place.
La paix est une décision que tu renouvelles chaque matin, pas un luxe que le monde t'accorde. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.